Je pense qu'il y a vraiment une opportunité incroyable pour les experts comptables d'avoir une position encore plus dominante en tant que médecin de famille de leurs clients et du coup d'élargir leur périmètre. Si toi aussi tu penses que l'expert comptable est un facteur clé de succès pour les entrepreneurs, alors tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié à l'écosystème comptable au sens large. Dans chaque épisode, vous retrouverez des parcours inspirants d'experts comptables, d'entrepreneurs, d'éditeurs. Le tout, c'est qu'à chaque fois, vous puissiez retrouver des actions concrètes pour vos entreprises. Parce que c'est comme ça qu'on est chez Booster Digital. Je m'appelle Alexis Lama et j'ai fondé l'agence Booster Digital il y a 5 ans. Notre rôle, il est de vous permettre de développer vos entreprises sereinement. Avant de vous laisser pour écouter cet épisode, je vous invite, comme tout le monde, à mettre un 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur si ça vous a plu et surtout partagez-le au plus grand nombre. Parce que plus on sera nombreux à faire évoluer nos entreprises, plus on sera heureux au quotidien. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Salut à tous et bienvenue du coup dans ce nouvel épisode où je suis ravi de recevoir. Là encore, voilà, c'est parti, c'est la nouvelle saison, donc on fait ces nouveaux épisodes avec les éditeurs et notamment aujourd'hui avec Arthur Waller. On va parler clairement de transformation profonde du métier. Arthur, on va parler d'IA générative, on va parler de facture électronique, on va parler surtout de comment on change les business models. Voilà, comme ça je te donne tout l'ordre du jour en direct sans qu'on l'ait vu avant. Je suis vraiment ravi que tu aies accepté l'invitation. Franchement, ça me fait très plaisir de pouvoir discuter avec toi et avec d'autres pour partager en fait au plus grand nombre comment on va pouvoir transformer les modèles économiques, à quelle allure ça peut arriver, etc., etc. Arthur, salut, bienvenue. Merci beaucoup Alexis de m'accueillir aujourd'hui et ravi de pouvoir échanger sur ces sujets passionnants de transformation profonde, comme tu dis, du métier de la compta qui nous attend. Ouais, franchement, Penny Lane est arrivé il y a 4 ans sur le marché. Ça a, à mon sens, transformé beaucoup de choses et fait évoluer. Je vais peut-être, avant qu'on lance le sujet, un peu te laisser te présenter. Ok, du coup, effectivement, avec mes cofondateurs, donc on est 7 cofondateurs. T'en as 5 des 7 on a déjà fait une première boîte ensemble qui était un éditeur SaaS dans l'hôtellerie pour aider les hôtels à faire ce qu'on appelle du yield management. On a vendu cette première boîte à Booking.com en 2015. On a bossé 3 ans au siège de Booking à Amsterdam, où on a fait nos classes pour apprendre à gérer des grosses équipes tech, produits, data. Et du coup, il y a 4 ans, on s'est mis en tête de chercher une nouvelle idée de boîte, cette fois-ci pour l'emmener au bout, entre guillemets, et pas vendre pour faire une grosse boîte, si possible européenne. Et du coup, avec mes associés, on a rajouté à l'équipe fondatrice Alexandre, qui était notre expert comptable. Et du coup, on a décidé de se lancer sur ce marché de l'outil tout en un, production comptable, gestion financière. Comment on s'y est lancé? C'était en parlant avec des dirigeants de TPE, PME, start-up qui nous ont dit il y a un truc à faire dans ce métier. Je pourrais en dire plus sur le quoi exactement, mais voilà. Et donc moi j'ai 33 ans et du coup ma passion c'est plus le product management. C'est ça que j'ai fait du coup chez Booking. Ok, comment tu peux définir le product management rapide? C'est faire le lien entre les utilisateurs et ceux qui construisent le produit. Okay. Et du coup, essayer de récolter les besoins, que ce soit en parlant aux utilisateurs directement, que ce soit en parlant à tes commerciaux, à ton support, en regardant les données que tu as sur l'utilisation de ton produit. Essayer de bien prioriser, de comprendre le besoin, de prioriser, d'essayer de bosser avec ensuite derrière les designers pour comprendre quelles solutions on peut amener aux problèmes qu'on a identifiés, et ensuite avec les ingénieurs pour construire cette solution, et ensuite communiquer, enfin amener cette solution sur le marché à tes utilisateurs. C'est pour moi le rôle le plus proche, le plus généraliste et le plus couteau suisse, qui est assez clé. Et nous, dans notre organisation, qui est ce qu'on appelle product-led, c'est en gros chaque product manager, c'est un mini CEO de sa fonctionnalité, du bout du produit qu'il gère. Ok. Donc tu as construit le projet Penny Lane, le produit Penny Lane, on va dire dans sa globalité. Maintenant, tu as d'autres product managers qui sont qui gèrent, l'outil de révision, la partie déclaration, l'outil de facturation, etc. Ok. Donc tu as construit le produit en partant de la demande terrain. C'est ça. Ce qui change de potentiellement d'autres outils plus historiques, quoi. Ouais, je pense qu'une de nos forces, en tout cas c'était une de nos forces dans notre boîte d'avant, on a essayé de réappliquer la même formule, c'était de
d'essayer de construire ce qui, à nos yeux, faisait sens en fonction des demandes terrain, comme tu dis, et pas de partir de préconçus qu'on aurait en ayant bossé déjà X années dans cette industrie, quoi. Qu'est-ce qui fait que selon toi, en 4 ans, vous avez réussi à prendre cette trajectoire sur un sujet, tu vois, on va dire du pilotage d'entreprise, de l'outil de gestion d'entreprise où il en existe vraiment, vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui fait que selon toi, la sauce a mieux pris chez Penny Lane ? Alors pour moi, c'est notre stratégie et le positionnement qu'on a, qui est depuis le début d'être à la fois l'outil de production comptable de l'expert comptable du cabinet et l'outil de gestion. Et nous, quand on a été interviewé les gens au début pour qu'on cherchait une idée, ce qu'ils nous ont tous dit, c'est surtout ne cherche pas à remplacer mon expert comptable, c'est mon médecin de famille. En revanche, j'ai envie de mieux collaborer avec lui. Et quand on a creusé entre les lignes, ce qu'on a lu, c'était que ils avaient eux leur outil, comme tu dis, il y en a plein, mais ces outils n'étaient pas forcément connectés à l'outil de leur comptable. Et donc, ils avaient l'impression du travail un peu fait en double, ou de la perte de temps dans la communication à s'envoyer des Excel en aller-retour avec leur comptable, ou l'impression qu'ils n'avaient pas toutes leurs données financières au même endroit. Et donc, nous, le problème qu'on vient résoudre, c'est construire cette source de vérité financière unique, partagée entre le comptable et son client, pour qu'il n'y ait pas justement de perte de temps, que justement les deux gagnent du temps, et qu'il y ait cette vue temps réel sur l'ensemble des finances. Si je fais un parallèle, c'est un peu ce qu'ont fait les ERP pour les grosses boîtes. Mais nous, on vient démocratiser ça pour les TPE, PME qui vont pas aller s'offrir un ERP. Si je fais un autre parallèle, t'es dans le monde de la com, du marketing commercial. Pour moi, c'est un peu ce qu'a fait HubSpot sur les données marketing et sales, qui avant étaient toujours silotées. Et HubSpot a réussi à remettre dans un même outil ton upper funnel, comme on dit, marketing avec tes données commerciales. Nous, on fait la même chose. Nous, l'upper funnel, c'est tes données de gestion. Et le lower funnel, c'est la compta. Et on essaie de réunir ça dans un outil assez simple à utiliser, mais quand même complet. Parce que même une TPE, elle va avoir des besoins assez vite un peu poussés. Donc ouais, c'est ça le... Ça implique beaucoup de choses en fait, tu vois. Pour moi, l'arrivée d'outils de gestion apporte une énorme transparence dans la relation que le client, l'entrepreneur, l'organisation, parce qu'on va penser à l'organisation au sens large, peut avoir avec son cabinet. Et dans un monde où ça a toujours été très opaque, d'ailleurs, c'est pour ça, à mon sens, que il y a eu ce dysfonctionnement en fait de communication entre les experts comptables et les entrepreneurs, parce que oui, il me donne pas les pièces, mais il me donne pas les pièces parce qu'en fait, il a pas de visibilité sur ses chiffres et que c'est pas un tableau de bord envoyé en PDF de temps en temps qui va changer quoi que ce soit. Comment après, donc on va dire que vous avez fait un cabinet au début et puis ensuite c'est passé vraiment en forme outil. Comment toi tu le vois implémenter dans les cabinets l'utilisation d'un outil comme Penny Lane, et quels sont les éléments à retenir, tu vois, pour faire que ça change un peu les offres? Alors effectivement, comme tu dis, il y a ce point important, c'est que tu t'exposes entre guillemets, puisque tu donnes de l'info à ton client en temps réel, quoi. Alors, un des trucs très importants qu'on a fait chez Penny Lane, et c'est là, en fait, toute la complexité technique derrière Penny Lane, elle est là. On s'est rendu compte que la vue que le client il a d'un flux financier et la vue que le comptable a du même flux financier est assez différente. Et nous, tout notre enjeu, c'est d'avoir, comme je le disais, cette source de vérité, mais il faut pas que je contraigne une partie par l'autre. Je m'explique. Faut pas que toi, je te dise, désolé, tu peux pas marquer une facture payée tant que tu l'as pas rapproché d'une transaction, parce que en compta, soit t'es lettré, soit t'es pas lettré. Il faut pas que je te dise à toi, dirigeant d'entreprise, désolé, tu peux pas payer ta facture de novembre, on est en mars, parce qu'entre temps, ton expert comptable, il a clôturé l'exercice et que du coup, moi, je sais pas lettrer un à nouveau avec. Et donc, tout l'enjeu, c'est ça. De même, il faut que toi, je te permette de catégoriser tes transactions, etc., pour que toi, t'aies de la vue temps réel, en autonomie, même si ton comptable, il a pas encore tenu la compta. Alors que ton comptable, il a pas envie que tu viennes lui pourrir sa compta. Non, surtout pas. Ça va le rendre fou si tous ses clients peuvent à tout moment venir polluer entre guillemets la compta. Et donc moi, toute la complexité de Penny Lane, c'est que il y a cette source de vérité unique. Par contre, j'ai bien compartimenté pour que toi, t'aies entre guillemets ton os à ronger. Toi, tu puisses venir catégoriser, que ça te produise du dashboard sans lui venir polluer sa compta.
que toi tu puisses marquer une facture payée, même si ça aura aucun impact en compta. Seulement 48 heures après, quand la transaction va arriver, je vais recommander de matcher et là ça va se propager en compta. Mais ça a été pensé depuis le début pour qu'on amène le gain de visibilité sans polluer la compta du comptable, sans que le comptable, et je sais qu'il y a d'autres outils où c'est le cas, où t'ouvres la vue à ton client et le lendemain ton client t'appelle et te dit mon dashboard il est vide, ma compta elle est pas à jour. Ouais, bien sûr. T'auras pas ça avec Penny Lane parce que en tant que dirigeant, tu peux toi prendre des actions qui vont mettre ton dashboard à jour même si ton comptable a pas tenu la compta, quoi. Tu veux dire qu'il y a deux liens, t'en as un qui va faire son outil de gestion en fonction de sa catégorie et potentiellement son analytique à lui, sans que ça impacte en fait la comptabilité. Ouais, on peut mettre un lien, mais c'est au comptable de décider entre guillemets ce qu'il veut qu'il y ait comme lien. Mais ouais, toute l'idée c'est que toi tu peux t'as ta liberté. Les actions que tu vas prendre qui ont un impact comptable, on va bien propager l'impact comptable. Ce que ton comptable va faire, ça va bien être propagé vers ta gestion. Ça c'est le plus dur. Parce que autant envoyer des infos de gestion vers de la compta, enfin tout le monde sait le faire, hein. Exporter un livre, un grand livre des ventes ou un journal de vente ou d'achat. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est quand tu viens lettrer partiellement, lettrer avec écart, je ne sais quoi, dans de la compta, de remonter ça dans de la gestion. De dire cette facture, elle est payée partiellement par telle transaction et telle transaction, alors que tu pars d'écriture comptable. Ça, c'est ce qu'on sait faire et qui est le plus compliqué. Et concrètement, du coup, tu vois, parce que ça entraîne une mine de rien. Ok, je comprends. C'est-à-dire que tu vas avoir ton client qui va avoir sa visibilité et pouvoir faire ses analytiques, mais dans ton cabinet, ça doit changer pas mal de choses. Comment toi, tu appréhendes et quelles actions on pourrait recommander, tu vois, à un cabinet qui va passer d'un monde opaque, je vais l'appeler comme ça, à un monde de transparence. Ça implique beaucoup de choses. Je l'ai vécu. Je peux donner une anecdote. Quand j'ai demandé à changer d'outil et gagner en transparence. Après, j'ai un peu de cursus comptable, mais pour autant, je pense que faut pas sortir non plus de Saint-Cyr pour comprendre ce qu'il y a dans les chiffres. J'ai cliqué sur deux trois éléments. J'ai vu que c'était relativement erreur certainement du moment mal affecté. Forcément, tu vois, j'ai accès à la transparence. Ça veut dire qu'à mon avis, il y a un sujet, tu vois, à comment t'embarques, comment tu transformes le cabinet et comment tu transformes les équipes. Comment selon toi on pourrait vivre ce changement? Alors, je pense que tu as un premier enjeu pour le cabinet qui est effectivement d'embarquer ces équipes, qu'elles comprennent tous les gains de productivité qu'il va y avoir à faire, parce qu'il y a quand même un enjeu de mettre en place ces gains de productivité entre guillemets. T'as le premier point qui est mettre en place, que les utilisateurs comprennent la différence entre tout ce qui est IA, tout ce qui est règles d'automatisation. T'as tout l'enjeu d'embarquer les clients, parce que Penny Lane c'est un outil. Enfin, je le dis toujours au cabinet. Hein, si tu t'en sers exactement comme tu te servais de Cegid ou de Sage ou je ne sais quoi, tu vas pas voir des gains de productivité significatifs. Parce que dans ce cas-là, on reste un outil de production comptable comme un autre. Alors certes, tu auras de l'IA en plus, mais le vrai gain, c'est si toi et ton client, vous bossez ensemble sur l'outil. Et donc, il y a tout l'enjeu pour les cabinets de comment j'embarque mes clients. Et c'est pas facile parce que les cabinets, ils ont pas forcément un CRM pour savoir, tu vois, quels sont les outils utilisés par leurs clients. Parce que du coup, il faut vendre, entre guillemets, Penny Lane à son client. Et comment on lui vend? On lui vend si on lui dit, tiens, tu sais que toi, t'as t'as HubSpot comme CRM ou t'as telle caisse. Ah, tu savais que Penny Lane est connecté à cet outil-là. Donc, t'auras toutes tes infos centralisées à jour. Mais du coup, tout ça, c'est des arguments qu'on va avoir. Et souvent, les cabinets n'ont pas cette info. Donc, il y a un premier enjeu souvent. La première étape, c'est de recenser qui sont ces clients, les segmenter, quels outils ils utilisent pour pouvoir bien leur communiquer. Ensuite, c'est comment je les embarque. Là, tu as différents cabinets qui ont différentes stratégies. Ce que je vois qui marche le mieux, c'est des cabinets qui créent des profils, ce qu'on appelle onboarder, qui vont en fait former leurs clients sur Penny Lane. Souvent d'ailleurs le facturer, dire aux clients, en fait, je t'aide à prendre en main l'outil. Et je pense que le mieux, ce que Penny Lane fait, c'est de créer des essais gratuits pour le client. Le mieux, c'est que le collab ou le cabinet soit pas dans une posture de vente, mais plutôt dans une posture de il y a cet outil que tu peux tester. Moi, je suis là pour t'aider à le paramétrer, à le prendre en main. Puis au bout du test de 30 jours, tu verras si oui ou non, c'est un truc qui te facilite la vie. Plutôt que tiens, mettre ta carte bleue entre guillemets ou tiens, voilà un nouvel outil que tu dois payer. Et je pense que c'est un bon moyen pour le cabinet aussi de rentrer plus dans l'intimité du quotidien de son client. Donc comment tu l'embarques? Et ensuite, il y a dans le quotidien. Et là, je pense que
une fois que tu as mis en place tous les gains de productivité, la connectivité qui fait que les données de vente, elles remontent tous les jours, ce genre de choses, c'est comment tu vas venir proposer des nouvelles missions. Je pense qu'il va y avoir des nouveaux rôles dans les cabinets, notamment il y a un terme qui revient souvent qui est celui de data controller, qui je pense va se développer de plus en plus parce qu'en fait, tu as de plus en plus de données qui va arriver toutes seules. Et donc ton job, plutôt que de saisir, ça va être de contrôler que tu as tous les flux de données. Je pense que tu as un vrai rôle qui va arriver dans les cabinets. J'ai pas encore entendu de nom, mais de conseiller le client sur ce que nous on appelle en anglicisme on appellerait ça la stack. Ouais. Surtout les outils. Conseiller au client quels outils il devrait utiliser, comment il devrait les brancher. Je sais pas moi, où est-ce qu'il doit faire ses factures? Est-ce qu'il doit plutôt faire ses factures dans son CRM, plutôt partir du CRM faire la facture dans Pennylen? Enfin, il y a toutes ces questions là pour optimiser le gain de productivité, la fluidité, l'échange de données. Donc ça, je pense que c'est un point important. Et après, tu as toutes les nouvelles missions côté cabinet. Et moi, je vois que tu as beaucoup de cabinets qui arrivent, grâce à Pennylen, à vendre beaucoup plus de reporting. Je pense à un gros cabinet avec qui on bosse, où tu vois, ils avaient budgété qu'en moyenne, un nouveau client qui signerait sur Pennylen, TPE, leur ramènerait en honoraire à peu près 6 000 par an. Et au final, ils sont à 10 000 de panier moyen. 10 000 euros en moyenne d'honoraires. Et en fait, les clients Pennylen leur ramènent plus que le client lambda parce que le client tire plus de valeur et donc ils lui vendent beaucoup plus de missions annexes, connexes de conseils, de reporting, etc. quoi. Donc je résume. Premièrement, tu as un travail stratégique sur ton cabinet de segmentation du portefeuille. Deuxièmement, tu prévois quelqu'un en interne qui va comprendre comment fonctionne l'outil digital, on va dire au sens large, et qui va potentiellement être force de proposition pour aller le tester sur les clients qu'on a décidés digitaux. Et troisièmement, tu vas réorganiser alors il y a 3 et 4. Troisièmement, tu vas réorganiser tes équipes avec des data controllers, dans certains cas aux US, je vois des responsables digitaux en fait qui ont créé en fait cette mission justement pour aller digitaliser les fonctions de l'entreprise. Ça je crois énormément dans ce poste en France. Ouais. Et puis 4 après, quelles sont les autres missions que tu vas pouvoir faire, et on viendra sûrement sur tout ça avec l'IA générative et les collaborateurs augmentés. On pourrait le dire comme ça. Peut-être juste un point que j'aimerais rajouter donc toute la clé, c'est d'embarquer ton client. Encore une fois, si ton client n'est pas embarqué, ton client va utiliser un outil tiers, soit une néobanque, Conto qui va vouloir venir marcher sur les plates-bandes des cabinets, etc. Le problème, c'est que si chacun de tes clients utilise un outil tiers différent, toi demain, tu seras en fait en train de courir toujours après la donnée. Et quand tu es en train de courir après la donnée, tu peux pas donner du conseil temps réel. Et le problème, c'est que ces outils tiers, souvent, eux, leurs intérêts sont alignés avec leurs clients, pas forcément avec toi, cabinet. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, Pennylen, nos intérêts sont 100% alignés avec ceux des cabinets, puisque c'est avec les cabinets qu'on bosse, c'est nos principaux partenaires. Et du coup, tu as un vrai enjeu pour moi, avant le passage à facture électronique, pour les cabinets. Alors, c'est pas joli dit comme ça, mais d'enfermer, entre guillemets, leurs clients dans leur écosystème à eux, pour que chaque client n'aille pas dehors et qu'en tant que cabinet, tu sois pas tout le temps en train de courir derrière, quoi. Et je pense que pour embarquer tes clients, t'as bien comprendre leurs besoins, 2, effectivement, bien segmenter et tout. Je pense qu'il y a un enjeu clé. Il faut pas que l'outil que tu leur présentes soit perçu comme un nouveau coût. Ça, oui. C'est extrêmement important. Et donc, comment tu fais? Soit t'arrives à leur prouver de façon assez objective qu'ils gagnent du temps et que du coup, en vrai, c'est un nouveau coût, mais en fait, ils s'y retrouvent pour le temps gagné. Soit, et c'est là, moi, je crois beaucoup au compte pro. Pour le coup, tous tes clients, t'as pas mal de tes clients qui aujourd'hui payent pas un outil de facturation, ils font ça sur Word, Excel, ils ont un outil gratuit en ligne, je ne sais quoi. Par contre, tous tes clients payent déjà un abonnement pour un compte pro. SOG, BNP, Crédit Agricole, je ne sais quoi, Conto ou autre. Et donc, comme nous, Pennylen, on inclut un compte pro. C'est pour ça qu'on le fait dans ton plan de base. C'est que toi, en tant que cabinet, tu peux aller voir ton client et lui dire, en vrai, je te coûte la même chose que ton compte pro que tu payais déjà à gauche, mais en fait, tu as 10 fois plus de fonctionnalités dedans. Et du coup, tu viens en tant que cabinet, non pas comme un nouveau coût pour ton client, tu viens comme un remplacement d'un coût existant avec plus de fonctionnalités. Et ça, je pense que c'est assez clé. C'est le rôle principal, un des rôles principaux du compte pro, c'est de pouvoir positionner l'offre du cabinet comme un coût de remplacement et non comme un coût nouveau. Oui, et en même temps, non.
Je suis d'accord avec toi, tu vois. Alors, je crois beaucoup au fait qu'il y ait plusieurs outils. Mine de rien, demain dans les câbles. C'est sûr. Enfin, Penny Lane ne va jamais faire tout aussi bien que les spécialistes et tout. Non, alors même pas tant que ça. Je pense beaucoup plus à tu vois une montée en puissance du choix de l'utilisateur quand même, qui va te dire bah tiens, ce qui est déjà le cas pour certains ici. Tiens, j'utilise Penny Lane, je cherche un expert comptable qui utilise Penny Lane. J'utilise Time, je cherche un expert comptable. Du coup, ce qui va obliger à mon avis les cabinets à avoir cet écosystème digital. Déjà en interne, mais on viendra après sur la facture électronique. Je suis vraiment preneur de ton avis sur le sujet. Et après sur l'aspect, alors moi je le vois totalement différemment. Tu vois l'aspect coût de remplacement. J'entends totalement l'argumentaire et c'est vrai que le compte pro à la limite. Ça va te remplacer un compto quoi en gros ou en complément d'un compto. Un BNP, enfin. Ouais mais à la limite les banques tradis. T'offrent une expérience client relativement très désagréable, mais ils ont cette capacité à aller chercher du financement. Normalement, si elles jouent leur rôle, après, bon, c'est un autre sujet. Par contre, tu vois, moi, je vois plus les outils comme le vôtre qui viennent en proposition de valeur totale pour l'entrepreneur. Justement, dans le point que tu disais avant, c'est-à-dire en remplacement des offres, bah là, je viendrai pas chercher l'argumentaire avec mon client qui serait de dire, bah tiens, au fait, tu payes déjà 100 € par mois de frais bancaires, ne les paye plus parce qu'avec mon outil pour 50 €, tu vas avoir tant de visibilité, etc. Bon, bref, peu importe les prix. Mais plutôt comme, grâce à cet outil, on va pouvoir faire des points, pas hebdo parce que là c'est trop quand même, faut pas pousser, mais mensuel, trimestriel avec de l'analyse et tout. Tu vois, donc il y a une vraie valeur en fait à aller chercher. Pour moi, t'as les deux. Ouais, t'as les deux. Enfin, t'as des clients qui vont être sensibles à ton deuxième point, mais t'as des clients qui vont dire cool, mais pourquoi je dois payer X € en plus par mois? Et ceux-là, c'est important d'avoir ton argument. En fait, je te remplace un coût, t'as rien à sortir de ta poche de nouveau. Tu vas profiter de ces points hebdo, mais sans que tu aies à payer un nouvel outil, quoi. Ok, ouais, j'entends l'argument. À la limite, du coup, si vous faites les deux arguments mêlés dans un shaker, là, vous obtenez vraiment une vraie proposition de valeur formidable. Ça dépendra vraiment des clients, quoi. D'où la segmentation essentielle et le travail marketing et de communication. Il y a un vrai sujet de positionnement quand même, à mon avis, à arriver à se transformer, quoi. Du coup, ça m'emmène un peu sur la facture électronique. Là, tu vois, dans le monde dans lequel on est en train de vivre, où tout va très vite, on est en train d'enregistrer, on est en décembre 2024, ChatGPT il y a 1 an. On a passé le congrès, la facture électronique a été décalée, et c'est vraiment mon avis. Là, tu vois, je me suis dit, ok, la facture électronique, c'était le gros sujet l'an dernier. J'ai l'impression que l'IA générative est en train de prendre le pas sur la facture électronique. Je suis d'accord. Ah, t'es d'accord? Ouais. Waouh. Vas-y, attends, parce que là, tu vois, c'est quand même, on a travaillé pendant 1 an, c'était le thème du congrès, sur un truc qui est censé être un énorme changement, et en fait, on est en train de nous dire qu'il y a un autre truc qui dépend pas du tout de l'État cette fois, qui va encore plus être la vague. Alors, je pense que la facture électronique va être un changement énorme. Malheureusement, on attend tous que l'État, ouais. ou enfin que quelqu'un sorte un annuaire, parce que nous, concrètement, notre truc est prêt. Tu nous donnes un annuaire, on est live demain, quoi. On a vraiment fait tout le boulot. Je pense que ça va être un changement énorme pour les cabinets. Il y a pas de doute là-dessus. Sur quoi tu le vois? C'est quoi, sur la partie outils, pour moi, sur la partie c'est le gain de productivité. Premièrement, deuxièmement, c'est plus une menace. C'est qu'à un moment, les clients vont dire, en fait, la saisie, tu la fais plus. Est-ce qu'on doit pas baisser les honoraires? On est d'accord. Et troisième point, du coup, pour moi, pour ne pas baisser les honoraires, faut que tu arrives à montrer à ton client que tu arrives à lui donner plus de valeur ou plus de services pour le même prix, entre guillemets, qu'avant. Et peut-être la révolution principale pour moi, c'est l'accès à de la donnée beaucoup plus fine et beaucoup plus granulaire. Jusque-là, quand tu saisissais une facture, tu disais 500 € chez Métro, tant de TVA. Maintenant, avec la facture électronique, on aura, nous, accès aux détails de tant de bouteilles de coca et tant de kilos de grammes de café et je ne sais quoi. Et donc, on pourra donner la data au cabinet pour que le cabinet puisse donner à son client du benchmark beaucoup plus précis. Lui dire, est-ce que tu sais que tu achètes ton café plus cher que les autres restos autour de toi? Et ça, je pense que c'est un truc qui a une valeur énorme pour les petits business. Et que du coup l'expert comptable pourra donner ce benchmark là, quoi. Donc pour moi c'est ça les gros gains de la facture électronique. Maintenant ouais, du coup on attend l'annuaire, et je pense que facture électronique plus IA,
ça va être une vraie déferlante. Pour moi, on peut venir sur le sujet de l'IA. On y vient, ouais. Moi, Mais tu vois, c'est intéressant comment l'IA est venue vite bousculer. C'est-à-dire que on aurait fait le podcast il y a 6 mois, on aurait pu parler de facture électronique pendant des heures. Ouais. Et encore une fois, je pense que c'est un énorme sujet. Enfin, pour les cabinets, c'est structurel, quoi. Nous, entre guillemets, on a fini le boulot. Maintenant, on attend cet annuaire pour que une facture qui est envoyée de Pennylen à une entreprise qui est pas sur Pennylen, juste pour clarifier, si l'émetteur et le destinataire de la facture sont tous les deux sur Pennylen, aujourd'hui on est déjà dans le monde d'après post-facture électronique. La facture de vente de A, elle est instantanément dans les factures d'achat de B, elle est déjà saisie en facture X. Voilà. Ce qu'on attend nous maintenant, c'est pour quand une des deux boîtes n'est pas sur Pennylen, qu'on puisse le gérer aussi. Donc si on recoupe à l'IA. Ouais. Et donc maintenant, si on revient sur le sujet de l'IA, je pense que c'est un sujet plus global, pas lié à la compta. Enfin, l'IA a fait une entrée complètement canon en tout cas dans nos médias. On parle que de ça, quoi. T'as une start-up française là qui s'appelle Mistral, qui a annoncé hier avoir levé 400 millions d'euros, valorisation de 2 milliards. Ils sont 22 salariés. Ils ont commencé il y a 1 an. Pour te donner une idée de l'ampleur de la chose. Et du coup, pour moi, l'IA, la question c'est... Enfin, pour moi, c'est absolument certain que ça va tout révolutionner. Ma grande question, c'est par où ça va rentrer. Est-ce que ça va rentrer plutôt côté client du cabinet ou est-ce que ça va rentrer plutôt côté cabinet? Alors, vas-y. Moi, je crois plutôt au côté cabinet. Donc nous, notre vision, c'est que justement, avec la facture électronique, ça va libérer du temps à tous les collaborateurs parce qu'ils auront plus justement de saisie à faire. Qu'il va falloir que ces collaborateurs, ils sachent demain faire plus de conseils à forte valeur ajoutée pour justement maintenir les honoraires, voire les monter. Et donc nous, notre vision, c'est que l'IA, enfin nous, ce dans quoi on investit, c'est construire de l'IA qui va, entre guillemets, augmenter les collaborateurs du cabinet pour accompagner l'expert comptable dans son job d'aider ses équipes à se reformer et à donner du conseil. Et donc pour moi, enfin le truc auquel je crois le plus, c'est une IA qui guide le collaborateur pour lui dire tiens, aujourd'hui, je pense que tu devrais appeler tel client pour lui parler de tel sujet. Ça, c'est le premier truc. Nous, c'est un produit d'IA qu'on a construit chez nous, qui pour l'instant est encore utilisé qu'en interne, qu'on appelle le centre d'opportunité. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une IA qui, en gros, dit chaque jour, je pense qu'il faut tel client aller lui parler de tel sujet à tel moment par tel canal. Tu as une IA qui tourne sur ton portefeuille client du collaborateur et qui va lui remonter des infos, des suggestions, ouais. En fonction de tous les éléments de contexte qu'on a. Donc, tiens, lui, on sait que dans 3 mois, il aura plus de trésor. Tiens, il faut aller l'appeler pour lui proposer, je sais pas moi, de la facturage, du financement, genre de choses. Pour l'instant, ça tourne sur les produits, les fonctionnalités et produits qui sont dans Pennylen. C'est-à-dire que quand tu es utilisateur de Pennylen, tu te connectes, il y a une bannière en haut qui te dit je pense que ce produit cette autre fonctionnalité pourrait t'intéresser. Cette bannière-là, aujourd'hui, c'est de l'IA derrière, qui, en fonction de tout ce qu'on sait sur l'utilisateur, va lui pousser le bon produit. Ma vision, c'est que demain, chaque cabinet pourra uploader son catalogue, entre guillemets, de missions, de services, et que l'IA viendra se nourrir notamment de ce catalogue-là, et viendra proposer, soit au client, soit au collab, la bonne mission au bon moment, pour optimiser les chances que le collab il puisse vendre une nouvelle mission. Ça, c'est le premier point. Centre d'opportunité. Et je pense que ce que tu vois, si tu regardes les gros cabinets, ils sont tous en train de se transformer en cabinet de conseil. BDO, avec qui on bosse pas mal, si tu regardes sur LinkedIn, ils ont acheté 3 cabinets de conseil dans les 6 derniers mois. KPMG recrute des consultants. Et ils te disent, en fait, la compta, maintenant, c'est notre acquisition client. Mais notre beurre demain, c'est de donner du conseil à tous ses clients. Ouais, c'est chez les anglo-saxons, ils font tous de l'advisory ou ils veulent tous passer du cabinet à l'advisory. Et donc tout l'enjeu, pour moi, le cœur du réacteur, c'est comment, une fois que tu as un portefeuille de 100 clients, comment tu vas maximiser le nombre de missions connexes que tu vas vendre à ces clients. Et donc nous, on construit ce cœur, une IA qui va t'aider à, au bon moment, pousser la bonne mission au bon client par le bon canal.
Le bon canal, ça peut être soit un mail qui part automatiquement, soit une bannière dans Pennylen, soit on te dit tiens, prends ton téléphone et appelle ton client aujourd'hui. Et le truc qui apprend tout seul, puisque nous, en fonction de si l'utilisateur il clique sur la bannière ou si le comptable nous dit la suggestion que tu me fais d'appeler tel client aujourd'hui pour lui parler de ça, elle est absurde, bah, en fait notre IA apprend et du coup va devenir de plus en plus précise sur... Ça, c'est le premier point. Le deuxième point auquel je crois, c'est une IA qui aide, une sorte de chatbot, qui aide le collab, qui jusque-là faisait plus de la saisie, à rentrer dans un rôle de quasi DAF externalisé, qui va sortir des reportings pertinents. Et donc là, ce sur quoi on bosse, c'est un flow où je peux je peux interroger le chatbot, dire mets-moi d'abord une première section où tu me montres l'évolution des dépenses dans un joli chart, dans un joli graphique au cours des 12 derniers mois. Et là, l'IA, en fait, aujourd'hui, on a déjà de l'IA qui sait faire ça, nous, qui va transformer cette question en requête API Pennylen, va récupérer la donnée Pennylen et va la retransformer en langage naturel, soit dans un graphique si tu lui as demandé un graphique, soit etc. Et donc c'est un truc qui va permettre à un collab qui aujourd'hui n'est pas forcément capable de sortir du reporting avec du conseil, en fait demain lui pré-mâcher le travail. Je crois pas non plus que l'IA va être à 100% juste, donc c'est pour ça que je dis pré-mâcher. Et le rôle du collab sera du coup de venir vérifier que c'est bien adapté aux besoins du client, que tout est bien correct. Mais du coup, on l'aide à mettre bien en forme, on lui pré-rédige les commentaires, etc. Du coup, ça permet à l'expert comptable d'être sûr que toute la partie reporting qui va être envoyée à ses clients, c'est un peu standardisé. Il y a un certain standard de qualité, etc. quoi. Ça soulève deux questions pour moi. Première question, qui est quand QuickBooks est arrivé sur le marché en France, c'est l'argument qu'ils ont donné. C'est-à-dire qu'ils ont dit vos collabs vont gagner du temps sur l'automatisation. Bah, il n'y avait pas la facture électronique, donc je pense que ça a changé. En vrai, il y a beaucoup de cabinets qui ont dit ah génial, je vais surcharger le collab. Parce que il y a encore du gras à faire et qui du coup à mon sens était un très mauvais calcul, mais du coup comment faire pour que ça se reproduise pas aujourd'hui. Et la deuxième question qui est un sujet qui revient fréquemment, qui va être de dire la data elle est à qui, comment elle est sûre et où est ton IA, etc. Alors sur le premier point, je suis d'accord avec toi, il faut pas que le cabinet surcharge ses collabs, faut plutôt qu'il aille chercher du quali. Et qu'il aille donner de plus en plus de conseils à ses clients. J'en reviens encore une fois aux histoires de compte pro, de services financiers. Pour moi, on parle de révolution du business model. L'autre révolution, elle est là. C'est que demain, si tu équipes ton client du compte pro Pennylen, en fait, ça t'ouvre des nouvelles lignes de revenus qui sont les mêmes que les lignes de revenus que le banquier avait avant. Faut avoir en tête qu'aujourd'hui, un compto, il gagne à peu près, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais mes estimations sont qu'il fait à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur ces 400 millions d'euros, je pense qu'il y a à peu près 25% seulement qui est visible par le client, de l'abonnement payé par le client à Conto. Les 75% restants sont des revenus cachés liés à l'infrastructure qu'ont mis en place les banques depuis 100 ans. Et donc nous, quand toi en tant que cabinet, tu équipes ton client d'un compte pro, tu commences à manger, pareil, sur ces 75%, qui sont encore une fois complètement invisibles de ton client, qui sort pas de sa poche. C'est-à-dire, tu vas quoi? Tu vas gagner, tu gagnes quelques centimes à chaque transaction? À chaque fois que ton client, il utilise sa CB, en fait, c'est le commerçant qui encaisse ton client, qui paye une commission à Visa, Mastercard, sur laquelle toi, tu peux toucher. Ok, en tant que cabinet. En tant que cabinet. Quand ton client va mettre des sous sur son compte, en fait, la banque centrale va rémunérer le compte pro, chaque soir. Et ça, pareil, c'est pas ton client qui paye, c'est la Banque Centrale Européenne qui paye. Demain, ton client va utiliser des solutions de paiement que toi, tu lui mets à disposition. Par exemple, début d'année prochaine, un chauffeur de taxi qui utilise Pennylen, il pourra directement encaisser la CB de son client sur l'appli Pennylen plutôt que d'avoir son terminal SumUp qui est toujours déchargé. Toi, tu toucheras des sous dessus. Ton client prend du financement, puisqu'on a commencé à faire du financement, tu vas toucher des sous dessus. Et tout ça, c'est invisible. Ton client, ça lui coûte la même chose qu'il payait déjà à sa banque, entre guillemets. Seulement, maintenant, c'est toi qui manges et c'est plus la banque. Et donc, je pense que ça va être un pan fondamental du nouveau business model du cabinet, parce que les banquiers ont pas été bêtes. Le banquier ne dit pas au client, paye-moi 60 € par mois pour que je te donne des conseils. Il
te dit je te donne des conseils et je me rémunère entre guillemets à l'usage. Dès qu'il y a un peu de sous qui transite, je prends ma part, quoi. Et donc nous, grâce au compte pro, on permet au cabinet de, encore une fois, venir entre guillemets piquer dans l'assiette du banquier et de manger sur ces flux-là sans que ce soit visible entre guillemets par le client. Et du coup, je reviens sur ta deuxième question, les données. Qui était les données. Donc nous, Penny Lane, on n'est pas propriétaire des données dans aucun cas. Soit le cabinet est propriétaire des données, soit si c'est le client qui vient comme ça tout seul. Je crois que le client peut être aussi propriétaire des données. Je crois que ça dépend de qui paye l'abonnement. En tout cas, nous, on n'est jamais propriétaire des données. Alors, le cabinet est bien sûr toujours propriétaire des données comptables que lui produit, etc. Là, je te parle des données de vente, d'achat, bien sûr. qui peuvent être. C'est ça qui m'intéresse. Parfois, tu as de la propriété partagée entre le cabinet et le client. Et au passage, je crois qu'on est un des seuls acteurs éditeurs de logiciels qui n'est pas propriétaire des données. Les autres, nos concurrents, je crois, regardez les CGV, sont plutôt propriétaires des données. Pourquoi, entre guillemets, je m'en fiche d'être propriétaire des données? Alors, au-delà de pas être propriétaire des données, je m'engage également, bien sûr, à ce que les données soient cloisonnées entre cabinets. Ça veut dire que je vais jamais ni entraîner mes modèles, ni partager les données d'un cabinet avec celles d'un autre cabinet. C'est-à-dire que, par exemple, quand même aujourd'hui, si tu saisis une facture dans un nouveau dossier, ce fournisseur, il est jamais encore apparu dans ce dossier-là. Moi, mon IA, elle va aller chercher les autres FEC des autres dossiers du cabinet pour recommander une imputation comptable. Elle va jamais aller chercher les autres FEC d'autres cabinets. De même que demain, quand je vais faire du benchmark, je vais jamais aller... Pourquoi ? Parce que je pense que demain, ça va être un des facteurs de différenciation entre cabinets que j'ai surtout envie de laisser aux cabinets. J'ai pas envie que les cabinets tu aies l'impression d'être commoditisés. Donc moi, je pense que demain, si tu es BDO, tu vas pouvoir attirer des clients en leur disant, je sais pas, moi j'ai 20% des pharmacies en France qui sont clientes chez moi. Je vais pouvoir te donner le benchmark le plus puissant sur les pharmacies. Donc viens chez moi parce que j'ai plus de données que les autres cabinets. Okay. Et ça, moi, justement, je suis content que les cabinets puissent se différencier entre eux et proposer du conseil. C'est intéressant. Donc moi, ça c'est une de mes promesses. Jamais, à part si les cabinets demain me demandent, je pense que typiquement les gros cabinets ont pas trop intérêt à partager leurs données. Peut-être que les petits cabinets auront tendance demain à faire des alliances entre eux pour dire j'ai envie de partager mes données avec d'autres petits cabinets pour pouvoir créer une sorte, ce qu'on appelle de data lake. D'ailleurs, je trouve très bien l'initiative d'ECMA de créer un data lake de la profession. Et je serais ravi de, moi, permettre aux cabinets d'envoyer leurs données. Enfin, ils sont déjà propriétaires de leurs données, de leur donner un moyen. Et d'ailleurs, tous les cabinets qui utilisent Penny Lane, ils ont accès à leurs données. Qu'on leur donne en fait un serveur où leurs données est répliquée. Dans Penny Lane, ils ont l'identifiant mot de passe du serveur et ils peuvent à tout moment accéder à leurs données. Soit ils peuvent récupérer cette donnée et la ramener chez eux, soit ils peuvent directement envoyer cette donnée dans des différents outils de data visualisation, Power BI, Fintesis ou autre, et du coup exploiter cette donnée pour faire des reporting à leurs clients. Je reviens à mon point tout à l'heure. Pourquoi, entre guillemets, je m'en fiche d'être propriétaire des données? D'une part, parce que je pense que la vraie valeur, c'est de produire, entre guillemets, d'aider le cabinet à avoir de la donnée fiable, etc. Je pense également que la vraie valeur demain, ça va être de savoir exploiter cette donnée. Et là, moi, ma force, c'est que je peux, entre guillemets, mutualiser pour plein de cabinets les investissements que je fais en data science. Et que du coup, moi, je pense que les cabinets auront, entre guillemets, aussi besoin de mes services pour construire des algorithmes, pour les aider à construire le centre d'opportunité, etc. Donc c'est pas la donnée en tant que ça qui m'intéresse, c'est plus moi derrière je vais aller vendre mes différents algorithmes qui vont aider le cabinet à sortir le bon reporting, à avoir le bon centre d'opportunité, etc. Faut avoir en tête pour analyser les données, ça coûte très 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 cher. D'une part parce que tu dois avoir une équipe data qui est très costaud. En fait, ça suffit pas. Parfois, j'ai des cabinets qui me disent j'ai embauché un data scientist en apprentissage. C'est peut-être pas la bonne. Pas aller loin. Tu vois. Ouais. L'apprentissage, c'est bien, mais autant apprendre chez vous. Pour donner une idée, mon équipe data aujourd'hui, c'est à peu près 25 personnes. Et sur ces 25 personnes, t'en as peut-être,
un tiers qui sont des data scientists. En fait, pour que ces data scientists y bossent, tu dois aussi payer à peu près un bon tiers, ce qu'on appelle des data engineers, qui construisent toute l'infrastructure de données, qui fait que tu as de la donnée mise à jour, que les algorithmes ils peuvent aller appeler cette donnée, que ça met pas 3 jours pour que l'algorithme y tourne, que ce soit, toute cette infrastructure. Comme c'est un métier qui évolue très rapidement, elle change tout le temps. Donc tu peux pas construire ton infrastructure donnée et ensuite ne plus avoir un data engineer qui la maintient, etc. Parce qu'il y a tout le temps des nouveaux outils, etc. Et donc déjà, je pense que l'équipe data, c'est les gens les mieux payés dans la boîte. C'est le métier le plus en demande, premièrement. Et deuxièmement, il en faut beaucoup. Et ces gens-là, ils ont envie d'aller bosser dans des grosses équipes data parce qu'ils ont envie de continuer à apprendre, etc. Et donc, je sais que fondamentalement, j'ai plus de capacité à attirer les bons profils data qu'un cabinet en lui-même. Parce que j'ai des défis à l'échelle plus intéressants à leur proposer. Et donc, encore une fois, pour moi, le vrai enjeu, c'est pas qui possède la donnée, c'est qui sait, entre guillemets, faire parler la donnée. Et moi, je sais que je peux mutualiser ce service et qu'un cabinet qui bosse avec moi... Alors, je dis pas que le cabinet, il faut pas qu'il investisse du tout sur sa data. Je pense que le cabinet, il faut qu'il embauche des data analystes. C'est un rôle que j'ai aussi chez moi, mais que j'utilise pas pour les cabinets, plus pour moi-même, pour faire parler ma donnée à moi de... l'usage de mon produit, etc. Un data analyst, c'est quelqu'un qui sait utiliser de la donnée déjà bien clean pour faire des analyses, des dashboards, du reporting, des benchmarks, etc. Moi, mon job, c'est de leur donner de la donnée fraîche, enrichie. Donc, je donne pas de la donnée brute comptable, je donne de la donnée comptable enrichie. Par exemple, à côté d'une écriture d'achat, je vais te mettre le sirène. Ce qui fait que le data analyst, il va pouvoir plus facilement, que t'embauches toi cabinet, il va pouvoir plus facilement faire du benchmark et savoir que tel 401 dans 2 dossiers, même si c'est pas le même 401, en fait c'est le même fournisseur et que du coup je peux comparer les coûts EDF d'un dossier à un autre, ce qui est pas si facile que ça tant que t'as pas harmonisé ton plan de compte, etc. Ouais. Et donc moi je te donne de la donnée enrichie et ce qui fait que toi tu vas pouvoir embaucher peut-être quelqu'un de moins fort en data, mais qui va faire les analyses, quoi. Donc il y a un nouveau rôle à embaucher, quoi, le data analyst. Ça, je pense que ce sera rentabilisé assez vite, ouais. Pour les cabinets. Ouais. Et le data, donc t'as le data controller qui va checker que les données sont bien attribuées par l'IA, on va dire. Ouais, pour moi, le data controller, c'est quelqu'un qui fait de la révision comptable. Le data analyst, il va vraiment bosser purement sur la restitution. Ouais. Ah, c'est lui qui bosse sur la restitution pour toi. Pour moi, il va donner des outils pour que le collab puisse faire de la restitution plus quali, etc., quoi. Ok, super intéressant. Donc sur ce côté sécurité, donc propriété des données, j'ai compris, c'est le cabinet qui en est propriétaire. Côté sécurité, tu vois, c'est l'IA, elle tourne, on sait pas, est-ce que c'est branché sur c'est tout le pari de Mistral, la boîte française. C'est le genre d'outil que nous on utilise, c'est que c'est de l'open source. Donc en gros t'as 2 options de manière générale. C'est soit tu vas te tourner vers des modèles propriétaires où ta donnée part chez effectivement OpenAI et donc Microsoft et je ne sais qui, soit tu installes ces modèles de données chez toi, ce que permettent les modèles open source, ce que permet la boîte française Mistral. Et donc dans ce cas-là, en fait, tu as des serveurs entre guillemets chez toi. Alors ils sont pas vraiment forcément chez toi, mais c'est des serveurs à toi, oui, qui chez sont... Amazon, bien sûr. Voilà. Et tu installes le modèle en local. Ça veut dire que tu vas pas envoyer ta donnée toi sur Internet, tu fais tourner, t'envoies la donnée sur ton serveur à toi, ce qui fait que la donnée elle est sécurisée et les gens peuvent pas y accéder, quoi. Ok, vaste sujet à mon avis qui va continuer. Et c'est un autre sujet où ça demande de faire des investissements parce que faut avoir tes serveurs, faut héberger des modèles LLM chez toi en local, les maintenir, etc., quoi. Ouais, mais de toute façon, en vrai, c'est un métier. Tu vois, je pense que c'est là l'intérêt d'avoir des partenaires. Tous les éditeurs sont des partenaires de la profession. Je connais, hormis Time, je crois que je connais pas de cabinet qui réussit à faire un produit qui tienne, parce que c'est un métier à part entière, qui tient peut-être pendant un petit moment, mais combien il y en a qui ont essayé d'investir dans des produits qui au final périclitent ou vieillissent. Enfin, c'est assez compliqué, quoi. C'est un vrai métier. Ok, donc on a l'IA qui arrive. Comment toi tu vois l'IA Comment tu vois l'IA s'intégrer dans le métier au cabinet concrètement, tu vois? Ouais, alors concrètement, nous aujourd'hui, nos 20-25 personnes là, ce sur quoi elles bossent, c'est toute l'IA qu'on a déjà embarquée dans la solution. Le truc le plus
évident que tout le monde utilise, c'est l'OCR. Historiquement, nous, tu parlais de Time, tous les nouveaux acteurs, souvent ils utilisent des API d'OCR, ils font pas l'OCR eux-mêmes. Nous maintenant on fait l'OCR nous-mêmes, et donc on est plus précis sur notre OCR que si tu utilises des acteurs du marché un peu génériques. On a gagné à peu près 5 points de précision en passant sur notre propre truc. L'imputation comptable, ça c'est de l'IA également. Donc le fait que sur une facture, on sait que tel fournisseur, on te recommande automatiquement tel compte de charge, même si t'as pas paramétré de règles avant. Ça, c'est parce qu'on vient chercher dans ton fait qu'on sait que par le passé, t'as fait comme ça, donc on te recommande de faire pareil sur ton dossier ou sur les autres dossiers du cabinet. On a également de l'IA qui recommande l'imputation comptable en banque. Donc, on va regarder ton libellé de transaction, même si t'as pas paramétré de règles, on va te recommander des contreparties en fonction du libellé de la transaction. On a pas mal d'IA sur la recommandation de match entre facture et transaction, ou entre écriture qui semble être lettrable. Donc on va te dire, tiens, soit à toi cabinet, soit à ton client, tiens, cette facture, elle semble correspondre à cette transaction, est-ce que tu valides ? On fait la même chose avec l'analytique, qui a un problème beaucoup plus dur à résoudre en termes d'IA, parce que autant en compta, on est sur un nombre de possibilités finies, qui est le plan comptable, autant en analytique, chacun fait l'analytique qu'il veut, et donc c'est beaucoup plus infini en termes d'options, mais on fait de la reco de catégorisation analytique. Et du coup, les trucs sur lesquels on bosse maintenant, c'est ce que je te dis, c'est les projets là dont je te parlais tout à l'heure, avec en plus, sur tout ce qui est révision, la possibilité de faire ce qu'on appelle la smart révision, qui est de pouvoir te donner des alertes au bon moment de révision, plutôt que chaque collab parcourt strictement toutes ses diligences. Alors peut-être que sur ce dossier-là, il n'y a pas besoin et qu'il faut mieux aller voir juste ce point-là, quoi. Donc t'as vraiment la prod. C'est à ce moment-là où la prod est quasi automatisée en fait. C'est cette branche d'outils. Automatisé, ça va vraiment dépendre des dossiers. Est-ce que tu as la donnée qui arrive en amont en automatique, etc. quoi. Mais si je me projette à 5 ans. Allez, je pense qu'avec la facture électronique, c'est ça. Tu peux vraiment effectivement arriver sur de la prod très automatisée. Ouais. D'où l'importance de vraiment se transformer maintenant, quoi. Ouais. Et d'onboarder les clients. C'est vraiment ça en fait qui me semble indispensable, c'est que j'en pouvais plus j'en peux plus d'entendre le client il me donne pas les pièces. Ouais, c'est sûr qu'il y a des clients qui donnent pas les pièces, mais il faut se poser la question du pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils donnent les pièces, parce que c'est un win-win, quoi. À partir du moment où ils gagnent de la visibilité, on vient lever un voile sur de la gestion, quoi. Enfin, pour moi, ma vision, c'est que pendant longtemps, les cabinets, ils ont donné à leurs clients des outils qui servaient plus l'intérêt du cabinet que l'intérêt du client. Et donc nous, tout ce qu'on a essayé de faire, c'est quand en tant que cabinet, tu donnes peine à ton client, faut pas que ton client il ait l'impression de le faire pour toi. Parce que s'il doit faire un truc pour toi, il le fera pas au mal, quoi. Donc il faut vraiment qu'il le fasse pour lui-même. Typiquement, donner les pièces. Pourquoi il donne les pièces ? Parce qu'il peut payer ses factures d'achat en un clic. Parce que s'il donne sa facture, ça met à jour directement son dashboard de Trésor, parce que ça met direct que cette facture, il devrait la payer ce mois-ci, et donc ça met à jour son prévisionnel. Voilà. C'est comme ça que le client va jouer le jeu, plus qu'en lui disant si tu donnes pas tes pièces, je vais pas être content, je vais te faire payer plus ou autre, quoi. Qu'est-ce que tu regardes à l'étranger sur le marché ? Je regarde quand même forcément Intuit, QuickBooks, parce que je pense que aux États-Unis c'est une référence. Eux notamment ont fait un gros partenariat avec OpenAI sur la partie IA. Ils ont lancé un truc qui s'appelle QuickBooks Intuit ou QuickBooks Assist. Ouais, ils ont déjà le chatbot qui est sorti il y a un mois et demi. Ouais, où tu peux venir poser des questions, ça te répond, etc. Ou l'utilisateur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'utilisateur final qui peut venir poser ses questions sur son interface. Et qui sont plutôt quand même des questions pas comptables. Non, des questions de gestion, de quelles sont mes principales dépenses le mois dernier, genre de trucs, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde pas mal. C'est le truc que je regarde le plus. C'est Intuit qui est vraiment qui pour moi est l'acteur le plus sérieux à date là-dedans. Après, je pense que les acteurs concurrents de nous et des experts comptables comme Indy sont assez forts dans les sujets IA. Pourquoi ? Parce que comme ils doivent permettre à quelqu'un qui n'y connaît rien à la compta de faire entre guillemets tout seul de la compta, ils ont beaucoup plus intérêt à utiliser de l'IA, à la fois pour la catégorie de l'imputation comptable, mais aussi demain pour le service client, pour essayer d'amener du conseil via de l'IA
pour que le client puisse demander une question dans le chatbot d'Indy et qu'il ait une réponse. Voilà. Donc je regarde pas mal ce que fait Indy également en France. Si tu connais Com d'ailleurs, je serais curieux, je serais ravi de l'avoir dans le podcast parce que je pense que c'est intéressant, mine de rien. Vous êtes lancé pas loin d'être en même temps et ça bouscule un peu quoi, quand même. Même si ils ont une stratégie marketing qui est bien opposée et bien plus frontale très différent, avec la profession, mais c'est à mon sens qu'une question de stratégie market. Ok. Donc intéressant de voir ce qu'ils font. Comment toi tu vois le marché? Allez, on a dit que ça allait vite. 5 ans. Alors je peux me tromper, hein, mais c'est le but. Je pense quand même qu'il va y avoir une révolution et une disparition des outils, de certains en tout cas outils historiques. Je pense que si tu mets facture électronique plus IA, plus, faut pas l'oublier, le côté client et ce que le côté client avec le compte pro engendre comme révolution de business model, puisque demain peut-être qu'un cabinet d'experts comptables gagnera autant de sous via le compte pro que via ses honoraires. Sérieusement, à ce point, tu penses vraiment que le compte pro c'est un game changer? Regarde radical. Combien de sous les banquiers gagnent. Hein. Ouais, mais je connais pas, c'est bien le business model de la banque, mais ok. Donc pour toi, c'est vraiment ça le game changer? Je pense que demain, ça peut représenter 50% des revenus d'un cabinet. Ouais. Ah, ok. Donc, je te donne un exemple. Hein. T'as un client, je le vois moi, mais t'as un client qui a 500 000 euros sur son compte pro. Il suffit de faire les maths. Hein. Actuellement, les taux d'intérêt banque centrale, ils sont à 3,5%, ce qui est assez élevé. Hein. La moyenne historique, c'est plutôt 2,5%. 3,5% de 500 000 euros, ça fait 15 000 euros, si je me plante pas. C'est ça, 15 000 euros par an. Tu vois vraiment ça changer le modèle économique, quoi. T'as un client qui a 500 000 euros. Ah ouais. Concrètement, il y a 1 000 euros par mois gagnés, gratuits, entre guilliers. Ouais, qui tombe par la banque centrale. Okay. C'est un exemple parmi d'autres. Et après, t'as le paiement, t'as le financement. Donc moi, je pense que, lié à tout ça, je pense que les anciens, les CJ Co, risquent de vraiment, se faire sortir rapidement du marché. Je pense que Silae a montré sur le marché de la paye que ça pouvait aller très 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 vite. Ils ont vraiment renversé le marché côté cabinet en quelques années. Hein. Et donc je pense que là, avec ces révolutions-là, la même chose s'apprête à arriver. Pour moi, pour moi, encore une fois, les experts comptables. Alors, j'espère, parce que moi j'ai lié entre guillemets mon destin à celui des experts comptables, mais je pense qu'il y a vraiment une opportunité incroyable pour les experts comptables de en fait gagner encore plus, d'avoir une position encore plus dominante en tant que chef médecin de famille de leurs clients, et du coup d'élargir leur périmètre et de donner beaucoup plus de conseils et d'être rémunéré sur ce conseil de façon directe ou indirecte. Et du coup d'aller grignoter tout ce que les banques voilà. Je donne toujours l'exemple, mais moi j'ai des premières banques traditionnelles qui m'ont approché, qui m'ont dit en vrai demain je serais ravi de donner du financement sur l'App Store entre guillemets de Penny Lane, et je préfère largement aller donner 20% de commission à l'expert comptable quand son client prend un crédit chez moi. Ça me coûtera moins cher et ce sera mieux investi que de dépenser pour mon réseau d'agences en local, où en vrai mes conseillers tous les ans ils partent, ils n'arrivent pas à créer de vraies relations avec le client, ce que l'expert comptable arrive à faire. Et en gros aujourd'hui je paye un réseau d'agences qui fait pas vraiment bien ce boulot. Est-ce que je peux pas plutôt donner moi je viens du monde du voyage avant, en vrai ce que Booking a fait avec les contre les agences de voyage, avant t'avais des agences de voyage un peu partout. Et l'hôtel, il a dit, je préfère donner X pour 15% à Booking que de donner 30% à l'agence de voyage qui doit payer son réseau. Je pense que demain, les banques, elles vont plutôt se transformer en catalogue de services financiers, mais que la distribution sera plutôt assurée par l'expert comptable, et que les banques traditionnelles, elles seront prêtes à rémunérer l'expert comptable pour
pour quand ses clients consomment, quoi. Donc tu vois le métier dans 5 ans. Ce qui est génial, c'est que c'est dans 5 ans. Hein. 5 ans, c'est demain. Pour moi, quand, c'est 5 ans, quand on considère que les périodes fiscales coupent les années en deux. Donc en fait, c'est dans 2 ans et demi de vie expert comptable. Donc dans 5 ans, t'as vraiment dans toi la vision, t'as l'expert comptable qui est plateforme, qui est au cœur de la plateforme de service, avec du financement, du paiement, du conseil et accompagnement et tous les mots qu'on va vouloir dire derrière. Ouais. Ok, bah écoute, franchement. Je pense que vraiment dans les 5 ans à venir, ça peut se concrétiser. Et donc pour s'y mettre, on repasse par les étapes qu'on a dit avant, avec une segmentation, une transformation aussi des équipes, une grosse montée en compétences, pas de surcharge de travail en rentrant du dossier et repenser les offres. Bon Dieu, repenser les offres, sinon c'est impossible. Ouais. Ils le verront pas. Ok. Et peut-être qu'il faut aussi avoir une approche un peu entre guillemets violente de la transformation. Enfin, c'est un peu les deux approches que je vois dans les cabinets. C'est soit tu essaies d'y aller pas à pas, qui a ses avantages, c'est que tu brusques moins les collaborateurs, etc. Par contre, je vois d'autres cabinets, y compris des gros cabinets, qui ont une approche beaucoup plus, on va dire, disruptive et agressive. Typiquement, je vais pas citer le nom du cabinet, mais il y a plusieurs cabinets qui disent, moi, je force tous mes clients à apprendre ce qu'on appelle l'outil de gestion Penny Lane. Et je laisse pas le choix aux collaborateurs de décider tel client je vais lui mettre, tel client je vais pas lui mettre, etc. Et ils disent en vrai, si je force pas, si je suis pas un peu en fait je sais que mon organisation elle est un peu lourde, elle est un peu lente, et du coup je vais pas prendre le tournant comme je le devrais, quoi. Ouais, ça traîne. Après avoir en interne. C'est ça. Après c'est toujours je pense que ça marche si t'as très très bien fait le boulot d'expliquer en amont de pourquoi tu le fais, et que c'est pas juste pour gagner plus de sous. C'est aussi pour te protéger, entre guillemets, sécuriser ton client dans ton écosystème, et que si toi tu le fais pas, ce move un peu agressif, t'inquiète pas qu'il y en a d'autres qui vont le faire et qui vont venir te prendre tes clients chez toi, des Conto & Co, quoi. Bah, bien sûr. D'où l'importance aussi enfin, tu vois, quitte à le faire comme ça, pour moi, il y a un vrai sujet de. Ouais. Pour ceux qui sont à Paris, vous voyez la gare de Lyon, les bus, les métros, il y a du Conto partout. Le cabinet, il peut pas se permettre d'aller faire de la pub partout dans le métro et gare de Lyon. Et donc, en face, il y a des moyens colossaux de marketing. Et donc, faut pas que le cabinet attende trop. S'il attend trop, son client, il va se laisser embarquer par un autre écosystème. Et là, le risque pour le cabinet, et pour moi, le risque, c'est que le cabinet, il se retrouve je dis pas que Conto va faire de la compta, loin de là. Le risque, c'est que le cabinet, il se retrouve à être perçu par son client comme juste celui qui récupère les données dans Conto et qui fait l'alias fiscal. Et là, je peux vous assurer que vous perdrez en honoraires, et que moi, je serais réduit à vous vendre un outil pour faire des liasses fiscales où je gagnerais pas ma vie, quoi. Ouais, et je pense, je suis curieux d'avoir ton avis sur ça, tu vois, qu'avec tous les changements qui arrivent, notamment les PDP et les PPF, et le PPF, qu'il va y avoir des grosses campagnes de com qui vont aller en direction justement des dirigeants, et d'où l'importance de venir transformer maintenant ces offres et éduquer ou faire grandir les collaborateurs vers ces nouvelles offres, quoi. Quitte à baisser le BE à l'instant T, parce que dans tous les cas, oui, il va y avoir une baisse des marges maintenant, mais c'est de l'investissement pour plus tard, pour justement passer de l'usine de production, peu importe l'outil, à une boîte de conseil, service au centre de l'entreprise, et puis avec un OS qui te permettra d'avoir toutes ces données, quoi. 100% d'accord avec toi. Alors nous, on va pas faire de com parce que c'est pas justement nous. Non, mais tu pourrais pas. L'idée, c'est que les sous, on les met avec les cabinets pour qu'eux, ils aillent équiper. Mais je suis 100% d'accord avec toi que des acteurs type Conto ou d'autres vont mettre des budgets absolument faramineux de com. Ils bossent sur leur propre PDP, de com pour équiper les clients, quoi. Ah, c'est évident. Je pense qu'on va. Faudrait que je monte une agence à destination en Italie, quand il y a eu la facture électronique, apparemment, avant et après le journal de 20h, c'était des pubs de PDP, enfin d'équivalent PDP, quoi. Ok, donc c'est dire combien ça va arriver, quoi. C'était le spot, quoi. le plus. Ok. Intéressant, super intéressant. Je pense qu'on va vivre 5 années du coup assez impressionnantes. Il nous reste quelques petites minutes. Où toi tu vois du coup c'est quoi les next steps pour Penny Lane? Alors nous, c'est de continuer à investir dans l'outil de prod, saisie, révision, déclaration. Comme tu le sais, c'est infini la profondeur. Je pense que là, le produit il arrive vraiment à maturité. Mais on a toujours, je te prends un exemple. Aujourd'hui, on gère pas encore l'agricole.
Sur tout ce qui est association, on n'a pas encore les annexes spécifiques dans la plaquette. Donc on a toujours des trucs encore à rattraper pour faire le dernier kilomètre sur différents trucs. Même si je pense que maintenant, et le fait que tu aies énormément de cabinets, on va dire, assez importants, traditionnels, qui aient basculé l'intégralité de leur portefeuille, ça montre que ça y est, l'outil, il est mûr. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de venir bosser vraiment sur la partie adoption de l'outil client. Et là, je pense qu'on a toutes les fonctionnalités, mais en fait, tu as énormément de travail à faire pour que quand le client du cabinet reçoit le mail, ce soit nickel, que quand il se connecte pour la première fois, les premiers pas, ils soient super bien pensés, etc. Donc ça, c'est très très important. Et aujourd'hui, on a des équipes qui bossent que sur ce sujet activation, etc. Okay. On a Ce qui m'emmène d'ailleurs, je suis désolé de te couper, ce qui m'emmène sur un sujet qui est de dire ouais, mais alors qu'est-ce que tu fais, tu vois, la relation client expert, tu vois. Alors nous, on s'immisce pas dans cette relation. Ouais, mais dans ce traitement de l'onboarding, justement, parce que tu as un sujet de dire ah non mais attends, qui onboard, qui Alors nous, quand je dis activation, c'est vraiment juste dans le produit. Nous, on fait pas on n'appelle pas du tout quoi que ce soit. C'est vraiment juste prendre l'utilisateur par la main pour le pousser à brancher sa banque, mettre sa première facture d'achat. Ouais, c'est le setup, quoi. C'est ça que j'appelle. Ok, pardon. Mais ça, il faut que ce soit, c'est de la dentelle, quoi. Ouais, il faut que ce soit sans couture. Le truc, c'est magnifique. Parce que si ton client, il se connecte et que pour la première fois, il a une mauvaise expérience, il referme. Il va se dire, c'est encore un autre outil pourri que mon comptable m'a envoyé. Il reviendra pas. Sauf si t'as embauché quelqu'un qui fait l'onboarding et qui lui fait avec lui. Ouais. Mais donc t'as vraiment la clé, c'est cette première expérience, les 30 premiers jours. Enfin, nous, ce qu'on voit, c'est que les 30 premiers jours sont ultra clés pour qu'un client adopte la solution. On bosse également sur tout ce qui est IA qui est assez clé. On a un autre truc qui est les boîtes plus grosses. Faut avoir en tête qu'aujourd'hui, on se met à équiper des belles PME, voire ETI. Et donc, elles ont des besoins différents des TPE, des indépendants. Et donc, on continue de construire des fonctionnalités. On gère maintenant tout ce qui est workflow de validation, purchase to pay, etc. On continue d'investir également là-dedans. Et ensuite, dernier point, c'est tout ce qui est service financier. Où, comme je disais, on a aujourd'hui un compte pro qui est, selon moi, au même niveau que celui de Conto. On a lancé hier en bêta la partie dépôt de capital. Ce qui veut dire que en tant que cabinet, tu peux immatriculer un nouveau client directement sur un compte pro Pennylen premier jour. Dès le début, il est dans ton écosystème. On va venir ajouter, on a déjà en bêta tout ce qui est financement. Tu peux prendre du crédit dans Pennylen. On va venir ajouter le paiement dont je parlais tout à l'heure. Et la cerise sur le gâteau, sur laquelle on a décidé de commencer à bosser l'an prochain, c'est d'essayer d'aller dans un deuxième pays européen. Puisqu'on pense que le problème qu'on résout en France existe également de la même façon en Europe continentale. Donc le but, c'est d'aller titiller les équivalents CJ belges, qui s'appellent Winbooks et Bob, ou allemands, ça s'appelle Datev, etc. quoi. Donc direction la Belgique et l'Allemagne, quoi. On regarde dans cette direction-là. Oui, regardez, bien sûr. Voilà. Ok, ça va. J'ai hâte de suivre ça. Tu vois, encore on avait 5 ans. Et on a en fait, c'est des experts comptables de ces pays-là qui nous écrivent et qui nous disent ce que vous faites, c'est trop bien. Quand est-ce que vous venez dans mon pays? Parce que j'ai exactement le même problème qu'en France, où j'ai un outil qui est très complet mais vieillissant et qui est uniquement pensé pour moi, mais avec rien côté client. C'est comme ça aussi en Allemagne, parce qu'en Belgique, je savais, j'ai été contacté par des Belges, mais même histoire. Et comme quoi? Et parce que QuickBooks n'a pas réussi à aller là-bas? Ah non, en fait, dans tous les pays d'Europe continentale, la diff, c'est que la compta et la fiscalité sont complexes et liées. Or, QuickBooks, c'est un outil de compta, pas de fiscalité. Aux US, c'est le bookkeeper qui utilise QuickBooks, mais le tax advisor, qui est quelqu'un de différent, il n'utilise pas QuickBooks. Et donc, dans toute l'Europe, en fait, on a une barrière à l'entrée naturelle qui fait que les anglo-saxons, ils peuvent pas venir. Okay, c'est pour ça autant UK, c'est comme les US, comme Nouvelle-Zélande, autant Europe continentale, t'as encore les vieux acteurs parce que, tu l'as vu, hein, mais QuickBooks, ça faisait genre peut-être 15% de ce que fait Cegid, quoi. Ouais. Ça faisait pas toute l'alias fiscale, même après, voilà. Et du coup, un expert comptable, il devait utiliser QuickBooks plus garder son outil de prod. Qu'en fait, tu venais rajouter un maillon de plus dans la chaîne
Alors certes, c'était joli en ligne et je ne sais quoi, mais en fait, tu gagnais pas vraiment de temps, parce qu'après tu devais le déverser. Si c'était pas bien mappé, tu perdais du temps. Voilà. Donc pour moi, le seul moyen de marcher, c'est si tu fais toute la chaîne, ce qu'on fait nous. Ok, intéressant, direction l'Europe. Dernière question, comment tu fais pas pour progresser, mais si tu avais une ressource, tu vois, à partager, qu'on pourrait lire, écouter, voir, ce serait quoi ? Une ressource pour progresser. Alors, moi, ma principale ressource, c'est d'aller parler avec mes collabs et mes clients. Enfin, je pense que c'est underrated, mais... T'as du temps ? Ah ouais, moi, je passe... Alors, souvent, les gens me demandent, mais moi, j'ai de la chance, comme on est 7 cofondateurs, moi, en vrai, j'ai pas d'équipe à manager, entre guillemets, à part mes associés, mon comex, mais j'ai pas une grande équipe à manager moi-même en direct. Et moi, j'estime que mon job, c'est d'avoir la vue la plus complète du business, et du coup pour avoir la vue la plus complète, je passe ma vie à échanger avec des clients, échanger petits, grands, comprendre concrètement au plus près du terrain à quoi ressemble la réalité, okay. Pour pouvoir identifier là où il y a des problèmes, là où il y a des trous dans la raquette. Je pense que si j'étais expert comptable, je passerais ma vie à essayer de prendre des cafés, avec mes clients, avec mes collabs, pour comprendre où est-ce qu'on a des marges de progression, etc. Ensuite sur des ressources, je pense, alors j'aime bien moi les podcasts, tu vois, comme celui qu'on est en train de faire. J'ai un truc que je recommande pas mal, qui s'appelle Jobs to be done. C'est un framework, enfin une manière de penser en produit. Et notamment, t'as une boîte qui s'appelle Intercom, qui fait un outil de support client, qui a appliqué en fait ce modèle-là et qui a écrit un petit bouquin d'une 30aine de pages où ils expliquent comment ils ont appliqué le concept Jobs to be done pour créer le produit Intercom. Et je pense que Jobs to be done, ça s'applique à des produits tech, mais aussi à des services comme la compta, l'émission, etc. Et je pense que c'est super intéressant de regarder. Si vous voulez vous faire une idée sur ce truc-là en 3 minutes, vous tapez sur YouTube Jobs to be done milkshake. Et c'est un prof qui est décédé maintenant, mais qui est à Harvard, qui explique ce truc Jobs to be done en 3 minutes, appliqué au concept en gros, il dit qu'il a il a été embauché par McDo, Burger King, qui leur a dit, j'ai envie de vendre plus de milkshakes. Et il dit, ils ont essayé tous les trucs possibles, des nouveaux goûts, de nouvelles tailles, etc. Il y a rien qui marche. Et donc lui, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été devant un McDo ou devant un Burger King, et chaque mec qui sortait avec un milkshake, je lui ai demandé, why did you hire that milkshake? Pourquoi t'as embauché ce milkshake? Quel job il fait pour toi? Okay. Et il dit qu'il se rend compte que la raison pour laquelle les gens ils prennent le milkshake, c'est pas parce que il a un goût vanille, parce que je ne sais quoi. En fait, ils ont tous le même job à faire. Ils sont aux États-Unis, ils ont 30 minutes de voiture à faire pour aller au travail. Et ils cherchent un truc qu'ils peuvent tenir dans une main. Tu vois, genre le donut, c'est galère parce que tu vas t'en mettre partout pendant que tu conduis. Tu veux pouvoir le boire pendant que tu conduis. Il faut que ce soit assez consistant pour que t'aies pas faim avant ta pause du déj. Je sais plus, il y a un autre truc. Faut que ça ait un bon goût haute. Mais en tout cas, il analyse et il comprend que les gens, la raison pour laquelle ils choisissent le milkshake versus autre chose, c'est pas pour le goût haute. En fait, ils ont tous ce modèle-là de pensée. C'est j'ai 30 minutes pour aller au boulot. Et donc, je pense que tu peux appliquer ça, essayer de comprendre quels sont les jobs to be done que toi t'as pour tes clients, et vraiment designer tes missions, designer ta communication, et faire que les collabs y réfléchissent comme ça aussi. Pourquoi mon client il a besoin de moi, etc. Et que je pense que tu peux vraiment, ça change la manière dont tu vois le monde, quoi. Ah, c'est une bonne ressource pour justement diffuser cette culture business et faire avancer en fait le changement, quoi. Et mettre l'utilisateur au client au centre de tout, quoi. Ouais. Intéressant. Alors je l'ai fait moins bien, regardez la vidéo, bien ce sûr sera qu'on va mieux. La regarder, évidemment, là, elle sera le lien en description. Ah, ok, intéressant. Et Intercom est assez impressionnant aussi ce que ça a pu faire, et même si on pouvait l'intégrer dans les cabinets. Alors je sais pas si Intercom en soi pourrait être intégré en cabinet. Trop cher. C'est la réponse que j'ai déjà eue quand j'en ai parlé une fois. Mais tu vois, quand je vois en Angleterre en Angleterre et aux US, il y a certains outils quand même qui arrivent en forme de ticketing et de gestion un peu. Moi je connais un cabinet qui a intégré Front. Ouais. Qui est la solution, c'est une française qui est aux États-Unis. Ouais. Un peu plus ou moins concurrente d'Intercom.
avec du ticketing, etc. Ok, ouais, intéressant. On en rediscutera en off du coup, mais je suis curieux de savoir un peu comment ça a pu se passer. Impec, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, merci beaucoup pour l'invite et good. pour les échanges. Merci à toi, toujours un grand plaisir. Et si vous êtes toujours avec nous, c'est que cet épisode vous a plu. Donc vous connaissez la musique, 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur, partagez-le au plus grand nombre. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode qui va être encore une fois exceptionnel. Merci Arthur. Merci Alexis. Ciao. Ciao.